de votre émission Vision, un numéro lors duquel nous reviendrons sur le sommet de l'Union africaine qui s'est tenu les 15 et 16 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Un sommet à l'issue duquel, ou plutôt à l'issue de ce 38e sommet ordinaire de l'UA, l'Algérie a été élue vice-présidente de l'organisation panafricaine, une reconnaissance de son rôle stratégique et de son engagement constant en faveur de l'unité et du développement du continent. Quelles sont les implications de cette nomination? Quel impact pour la diplomatie algérienne et pour l'Afrique? Quelles seront les priorités de l'Algérie dans cette fonction? Nous reviendrons lors de cette émission sur cette victoire de la diplomatie algérienne avec les analyses et les décryptages de nos invités. J'aurai le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Khalif Erdogan, politologue. Monsieur Khalif, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également avec nous Monsieur Saïd Ayachi, le président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Ayachi, bonsoir. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Merci. Et puis nous avons avec nous, comme toujours, Mohamed Achir. Il est notre consultant. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie. Alors, je disais que nous allons, lors de ce numéro justement, revenir sur ce 38e sommet de l'Union africaine et cette victoire de la diplomatie algérienne. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette élection au poste de vice-présidente de l'Union africaine est significative? Monsieur Khalif? Oui, pardon. Et donc, tout simplement et rapidement, la diplomatie algérienne, auparavant, était dans l'hémicycle. Aujourd'hui, elle est dans le noyau dur. Elle est dans la génération des décisions. Elle est dans le traitement des dossiers. Et donc là, ça constitue une humilité pour nous, pour l'Algérie, pour que cette institution ne soit plus utilisée contre beaucoup de pays africains, comme on l'a vu de par le passé, et toujours pour défendre les causes, la cause palestinienne, la cause sahraoui, qui a été toujours freinée au sein de cet hémicycle par des pratiques de lobbying, par des rapprochements. Et donc aujourd'hui, je pense que ce poste nous fait joie et aussi fait peur à beaucoup d'autres pays. Elle arrive dans un contexte particulier. Elle est significative également pour vous, Monsieur Ayachi? Certainement. D'abord, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Nous nous félicitons tous de cette victoire retentissante de l'Algérie et de la diplomatie algérienne. Et puis, pour revenir à la question que vous avez posée, vous savez que Mme Haddadi, brillamment élue d'ailleurs, va être en charge de l'administration et des finances, c'est-à-dire elle va gérer le personnel de l'Union africaine, des milliers de personnes, et les finances de l'Union africaine qui, comme vous le savez, gère le déroulement des mécanismes de l'Union africaine. C'est le nerf de la guerre. C'est un poste éminemment important. C'est un poste éminemment important. Nous connaissons, je crois que nous en parlerons, nous connaissons tous la compétence avérée de Mme Haddadi et par conséquent, je crois que ça va encore ajouter du baume à la diplomatie algérienne et au service de l'Afrique d'ailleurs. Mohamed, en quoi cette victoire reflète-t-elle le poids diplomatique de l'Algérie sur la scène africaine? En quelque sorte, ça confirme le poids de l'Algérie sur la scène africaine et sa crédibilité aussi. Et c'est pour cette raison que l'Algérie a été élue, en l'occurrence la diplomate Haddadi. Donc ça confirme aussi cette confiance permanente réservée toujours par les Africains à l'égard de l'Algérie, parce que l'Algérie a toujours eu une action militante au niveau de l'organisation de l'Union africaine, ensuite au niveau de l'Union africaine. Donc cette victoire, d'abord, confirme en quelque sorte, déjà l'engagement de l'Algérie pour réaliser un plan très ambitieux
de l'Union africaine. Et l'Algérie est parmi les pays justement dynamiques dans la réalisation de ce plan, parce qu'il y a tout un plan ambitieux, en l'occurrence l'agenda 2063. Et ce poste est très important parce qu'il y a d'abord la conférence des chefs d'État et des gouvernements, qui est l'organe suprême, mais après c'est la commission. C'est cette commission permanente aussi qui est importante, et donc avoir c'est-à-dire être vice-présidente au niveau de cette commission, donc ça donne quand même un rôle assez important pour l'Algérie, et comme il a été souligné par M. Ayaché, donc surtout en termes de fonctionnement de l'organisation de l'Union africaine, les finances, le personnel, donc tout ça, ça donne aussi un regard de près pour l'Algérie au niveau de cette organisation de l'Union africaine. Très bien. Alors, messieurs, si vous permettez, et pour planter le décor, je vous propose de suivre ce sujet dans lequel notre ami et collègue Amal Bouakba revient sur justement ce 38e sommet de l'Union africaine. On regarde. 38e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie marque une étape significative pour l'Algérie sur la scène continentale. Si notre pays a réaffirmé son engagement en faveur du continent africain à travers plusieurs initiatives et actions, il a surtout renforcé son rôle en tant que pays pivot et fer de lance de la renaissance africaine. En ligne de mire, la promotion de la paix, de la sécurité et du développement économique en Afrique. Ce leadership repose sur une diplomatie proactive et historique qui a pesé de tout son poids sous la direction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui n'a eu de cesse de plaider pour une Afrique unie, prospère et souveraine, loin de toute ingérence étrangère. Le chef de l'État a affirmé la détermination de l'Algérie à activer et consolider le rôle du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. كدولة مؤسسة لهذه الآلية بالحرص على تفعيل دورها في مواجهة التحديات الراهنة لا سيما فيما يتعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وهي تحديات تفرض علينا العمل بروح من التضامن والمسؤولية لتجاوز الصعوبات المالية التي تحد من قدرة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها. L'engagement de l'Algérie en faveur du continent s'est aussi illustré par une contribution volontaire d'1 million de dollars destinée à appuyer ce mécanisme. Le président a salué également la création de l'agence de notation africaine qui représente une avancée significative et un nouveau jalon pour le développement de l'économie africaine avec un impact positif pour tous les pays du continent. Une démarche essentielle vers l'autonomie financière de l'Afrique et la consolidation de sa souveraineté économique prônée depuis toujours par l'Algérie. Autant d'acquis qui permettent à l'Afrique de parler d'une seule voix pour défendre ses intérêts, misant sur une coopération intra-africaine et une coordination agissante afin de libérer le continent de toute forme de dépendance ou d'exploitation. Messieurs, moi j'ai envie de vous dire, c'est une aussi victoire diplomatique qui intervient à un moment où certains osaient parler d'un isolement de l'Algérie sur le plan diplomatique. C'est une victoire diplomatique, c'est une victoire qui peut s'inscrire dans le climat géopolitique que vit la région, le climat géoéconomique aussi et son impact sur le volet social par rapport à beaucoup de pays africains, parce que sur les 55 pays membres, il y a un certain déséquilibre par rapport surtout aux sociétés africaines. Et donc c'est à cela que le projet algérien, qui est toujours soumis, a pour voie, c'est d'équilibrer ces sociétés pour construire un tissu homogène économiquement, socialement, pour pouvoir faire face aux défis que rencontre la région et surtout l'impact des changements géopolitiques dans le monde et les changements aussi économiques. Et donc je pense aujourd'hui que revoir un peu la structure, réorganiser les objectifs de l'Union africaine, c'est ce que prend l'Algérie au sein de cet hémicycle pour le bien de tout le monde, sans vouloir spoiler aucun pouvoir ou s'ingérer dans quelques
quel que soit le pays adhérent dans sa gouvernance ou dans sa politique. Et donc je pense aujourd'hui que l'Algérie, on va dire, c'est une locomotive pour le projet. C'est le fer de lance, aussi par sa vision et par le vécu de l'Algérie par rapport à plusieurs turbulences qu'on a traversées et les menaces qui nous guettent toujours aujourd'hui. Dans son complice, quelques pays qui sont au sein de cet hémicycle de l'Union africaine pour avoir une Afrique épanouie et surtout respectée. Alors, pour le téléspectateur, on a envie de comprendre, techniquement, une telle élection se déroule comment? C'est à bulletin secret, un ou plusieurs tours? Et quelles ont été les autres candidatures à ce poste, justement? Je crois qu'il y avait d'abord, c'était une élection qui concernait l'Afrique du Nord. Oui. Donc le représentant de l'Afrique du Nord au sein du dispositif du directoire de la Commission de l'Union africaine. Le poste de secrétaire général étant lui-même, j'allais dire, abordé par ailleurs. Et donc il y a plusieurs tours entre tous les candidats qui postulent à ce poste. Je parle du poste de vice-président. Vice-président. Et l'élimination se fait au fur et à mesure, chacun étant classé dernier, sortait du truc. Pour arriver de la course. Il sortait de la course. Après, évidemment, un duel entre les deux premiers qui restent, ce qui est advenu entre notre représentante, Mme Haddadi, et la représentante du régime marocain. Il faut souligner l'écart qu'il y a eu dans le résultat. Mme Haddadi a obtenu 33 voix contre 17 pour la candidate marocaine. Et je suis d'accord avec le professeur Achir quand il a parlé de ce patrimoine historique de l'Algérie au niveau de l'Afrique. Nous savons tous comment agit le Makhzen dans ce genre d'épreuves électorales. On a vu la machine de guerre qu'il a installée à l'intérieur du Parlement européen. Il pensait faire la même chose au niveau de l'Afrique. Ce qu'il a oublié, c'est que l'Algérie a un véritable patrimoine au niveau de l'Afrique. L'Algérie a accompagné 15 mouvements de libération. Elle y est arrivée. Pour l'émancipation de leur peuple. L'Algérie a effacé des dettes. L'Algérie a une théorie, a une doxa diplomatique bien arrêtée. Et par conséquent, l'élection de Mme Haddadi, sur laquelle on va revenir tout à l'heure, représente en fait la reconnaissance, la considération et l'aura de l'Algérie au niveau africain. C'est ça justement, Mohamed, comme l'a dit M. Ayachi, c'est une reconnaissance pour le rôle qu'a joué l'Algérie depuis la création de cette organisation panafricaine. Tout à fait. L'Algérie, fondatrice d'abord de l'organisation de l'Union africaine. L'OUA, le 25 mai. À l'époque, avant que ça soit l'UA. 1963, voilà. Oui. Et puis, il a joué un rôle très actif dans la construction de cette organisation. Et la dotation de l'organisation de l'Union africaine d'abord, après 2002, bien sûr, c'est l'Union africaine. Donc, même dans l'Union africaine aussi, il a joué un rôle très, très important dans la modernisation des structures et des organes de l'Union africaine de façon à jouer un rôle efficace sur le terrain et surtout de façon à réussir l'intégration politique, économique et culturelle africaine. Donc l'Algérie, elle avait toujours une politique, disons, volontariste et militante. En passant par les mouvements de libération, justement, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et aussi, l'Algérie, elle a tissé même des relations dans les années 70 pour, c'est-à-dire désenclaver en quelque sorte cette organisation, lui donner une portée mondiale, en coordonnant justement les actions de l'organisation de l'Union africaine à l'époque, avec le groupe des 77, le mouvement des non-alignés, la Ligue arabe, etc. Tout ça, c'est pour donner du poids à l'organisation de l'Union africaine. Et à partir, bien sûr, de la création de l'Union africaine, c'était aussi des actions davantage orientées vers le désenclavement de l'Afrique entière
et son intégration dans l'économie mondiale et surtout la lutte contre la pauvreté, par exemple, etc. Donc l'Algérie a joué un rôle très important aux côtés de l'Afrique du Sud aussi, le Nigeria aussi, l'Égypte. Donc c'était un peu les principaux acteurs qui ont donné un nouveau souffle à l'organisation, à l'Union africaine. Mais l'Algérie, il ne faut pas oublier une chose, que son action, c'est une action crédible. C'est-à-dire, il y a certains partis, on sait très bien qu'il y a un pays qui essaie toujours d'instrumentaliser l'action de l'Union africaine, de dévier même l'Union africaine des principes fondateurs de l'Union africaine. En l'occurrence, la libération du peuple, le peuple sahraoui. Et c'est la dernière colonie actuellement de l'Afrique. Donc l'Algérie, il était fidèle à ses principes parce que la diplomatie algérienne est une diplomatie de principe, est une diplomatie de solidarité aussi, de soutien et de solidarité à l'égard de l'Afrique. Donc ce n'est pas une diplomatie, c'est-à-dire d'instrumentalisation ou bien de transaction. La diplomatie de transaction, on sait très bien qu'un pays essaye même d'acheter certains pays africains. Mais heureusement qu'ils n'ont pas pu les acheter. Et cette victoire, justement, c'est les 2/3 de l'Afrique qui ont voté pour l'Algérie. Donc symboliquement et politiquement, très fort. C'est très fort. Il y a également, M. Khalif, ce ballet diplomatique qui a précédé un peu ce sommet. On a vu plusieurs émissaires du président de la République. Il y a eu ce travail de communication, d'explication auprès justement des partenaires africains. Il y a eu une grande dynamique de la diplomatie algérienne via notre ministre des Affaires étrangères qui a bien débuté et qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs. Et donc pour que ça réussisse et que cet événement, cette élection qui était très importante pour tous les pays, pour qu'ils prennent conscience de l'acte en lui-même et de ne pas tomber dans ces pratiques incestueuses qu'ont pratiquées quelques pays ou un pays voisin d'ailleurs. On avait comme candidat la Libye, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc. La Libye a été éliminée au premier tour, l'Égypte au troisième tour. Et il restait les deux candidates, algériennes et marocaines. Et donc, on voit qu'il y avait des pays qui, on ne va pas dire qui voulaient profiter, mais c'est légitime. C'est de la diplomatie, c'est les règles du jeu, du conflit algéro-marocain, pour prendre cette place. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de contraction au sein de cet hémicycle et qu'il n'est pas facile de gérer cela et d'avoir ce poste de vice-présidente par rapport à notre pays qui a fait beaucoup pour l'Afrique, surtout dans les moments très difficiles, pour prévenir et combattre le terrorisme, le crime organisé, la spoliation des richesses de beaucoup de pays, mettre en exergue un grand projet économique avec des retombées économico-sociales comme le gazoduc Nigeria, Niger, Algérie qui s'étale sur 4128 km, dont la plus grande partie est en Algérie, 2310 km, et 1037 km au Nigeria. Celui qui va en profiter aussi en cours de route, c'est le Niger, avec 841 km. L'impact n'est pas seulement énergétique. Oui, ça fait partie de l'intégration africaine sur le plan économique. C'est le développement de ces pays et des pays adjacents à ce gazoduc. Donc l'Algérie a été toujours dans un esprit win-win pour le développement de l'Afrique en globalité. Alors cette victoire, on l'a vu, on la doit un peu à cette aura dont jouit l'Algérie pour son rôle, comme on l'a dit, depuis la création de l'organisation panafricaine, mais on la doit aussi au choix du profil de la candidate. Bien sûr. On va d'abord suivre ce portrait que nous a préparé notre amie Mariam Damis de Madame Selma Malika Haddadi. On regarde. L'Algérie marque un nouvel acquis diplomatique sur la scène africaine. L'ambassadrice d'Algérie à Addis Abeba et sa représentante permanente auprès de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, a remporté une victoire écrasante contre sa concurrente marocaine pour le poste de vice-présidente de la commission de l'UA.
Cette élection témoigne du poids grandissant de l'Algérie au sein des instances continentales et intervient dans un contexte où l'Algérie plaide activement pour une gouvernance africaine plus autonome. Désormais, l'Algérie dispose d'un levier important dans la prise de décision stratégique de l'UA. Elle œuvre à promouvoir une vision africaine alignée sur ses priorités diplomatiques. Haddadi a proposé justement une vision nouvelle enracinée dans son dévouement à l'Afrique ainsi que dans sa loyauté et son engagement envers l'UA. Avec son expertise et son expérience, elle incarne cette volonté algérienne d'engagement en faveur d'une union africaine plus forte et plus indépendante. Cette élection reflète la place de l'Algérie et sa profondeur africaine. Elle témoigne également de la confiance placée par les pays africains en elle et en sa direction judicieuse. L'Algérie a toujours joué un rôle prépondérant au sein de l'Organisation de l'Unité africaine et maintenant au sein de l'Union africaine. Nous allons poursuivre ce travail pour hisser son nom et son drapeau à travers notre direction clairvoyante de l'organisation, tant sur le plan administratif que financier. Nous serons toujours à la hauteur des attentes. Ma victoire, au poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, était un nouvel acquis pour l'Algérie, sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. En tant que vice-présidente, Selma Malika Haddadi aura pour mission d'assurer le bon fonctionnement de l'institution sur le plan administratif. Elle supervisera l'exécution des affectations budgétaires tout en veillant à la bonne répartition des fonds destinés aux différents programmes de l'UA. Selma Malika Haddadi s'est fixée pour objectif de consolider la confiance et la synergie entre la Commission et les États membres de l'UA, pour que l'organisation continentale puisse atteindre ses objectifs et concrétiser ses programmes et aspirations prévus dans l'agenda 2063. Ce mandat s'annonce crucial pour la gestion des affaires internes de l'organisation, mais aussi pour la consolidation du rôle de l'Algérie en tant qu'acteur clé de la gouvernance africaine. Alors, on a vu, c'est une femme qui a fait ses preuves lors des différents postes qu'elle a eu à occuper. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir cette diplomatie algérienne féminine à cette échelle-là. Bien sûr. Et puis, je crois que cette élection va être un cas d'école, au moins sur deux aspects. Deux aspects. Le premier, d'abord, c'est la préparation dont vous avez parlé. C'est balai diplomatique, comme vous l'avez dit, à travers l'Afrique, notre ministre des Affaires étrangères, mais le ministre de la Communication et d'autres membres du gouvernement et d'autres personnalités politiques qui ont beaucoup travaillé. En fait, on a retrouvé nos réflexes d'avant. Ouais. Moi, je me rappelle à l'époque du président Boumediene Allah Yarhamou, c'est comme ça que les choses se passaient. Il se passait très bien. C'est comme ça qu'on a fait rentrer la RASD. On a pu aider la RASD à être membre parce qu'il y avait ce travail de proximité, ce travail. Et le reproche nous a été fait, en fait, dans ces années passées, de dire que quelque part, on s'est un peu détaché de l'Afrique. Je n'accorderai pas beaucoup d'importance à la fable de l'isolement. Attention, ça participe de la propagande. Ben oui. La meilleure réponse, on est là. Hein. Absolument, absolument. Il n'y a pas d'isolement. Il faut tenir compte, et vous l'avez dit dans votre introduction très justement, il y a un contexte international qui est très chahuté, des bouleversements planétaires qui fait que le modus operandi a changé. Oui. Le mode opératoire de l'approche d'un dossier comme ça. Donc il y a eu ce balai diplomatique. Deuxième aspect, la personnalité de la candidate. Ouais. C'est une femme de très grande qualité, Madame Haddadi. D'abord une diplomate chevronnée qui a fait ses preuves à beaucoup de postes diplomatiques, qui a été DG Afrique au ministère des Affaires étrangères, qui a une compétence connue et reconnue avec une modestie et une humilité proverbiale. Madame Haddadi est très appréciée, non seulement au niveau de la centrale, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères algérien, mais aussi au niveau de la communauté diplomatique internationale. Et par conséquent, je crois que les deux choses se sont conjuguées. Bonne préparation. Tout à fait. Et croyez-moi que la préparation a été entamée il y a plus d'1 an. Oui. Et la qualité de la candidate, elle a carrément écrasé sa rivale opposante, et fait que le succès était au rendez-vous. Ouais. Alors, pour revenir un peu au rôle de l'Algérie au sein de cette organisation panafricaine,
les axes prioritaires de l'Algérie ont toujours été la paix, la stabilité, la résolution des conflits par le dialogue, mais l'Algérie aussi accorde beaucoup d'importance au développement économique et à cette intégration économique africaine, Mohamed. Tout à fait. Bien sûr, en plus des questions de sécurité et de paix, d'ailleurs, le président de la République a été même félicité par les Africains par rapport à son rôle. Oui, par ses pairs. Oui. Et par ses pairs, en termes surtout de lutte contre le terrorisme, le banditisme, etc., dans la région, surtout. En fait, parce que le discours de paix et de sécurité d'Algérie est clair. C'est un discours constant. C'est une approche globale et il est aussi affranchi des instrumentalisations étrangères, des solutions. L'Algérie demande toujours des solutions interafricaines. Entre les Africains. Donc la question économique, effectivement, est actuellement le président de la République c'est-à-dire dans son discours lors de ce 38e sommet, donc sur le mécanisme africain d'évaluation par les pairs et sur le développement, les défis de l'Afrique. Donc c'est là où l'Algérie, justement... Là, vous parlez du 34e sommet plutôt... Le 34e, oui, c'est ça, du MAEP. Oui. Donc, parce que c'est un mécanisme quand même très important. D'abord, il fait partie... Qui a été présidé par le chef de l'État. Le chef de l'État. Donc, à partir de là, on pourrait améliorer davantage la qualité des institutions africaines, la gouvernance africaine, parce que c'est des problèmes qui sont structurels, qui sont liés à la stabilité, par exemple, de ces pays, à la souveraineté, à la réappropriation de leurs propres ressources. Donc les questions de corruption, la corruption de certaines élites, etc., les interférences des anciennes puissances coloniales. Donc tout ça, l'Algérie, justement, à travers ces mécanismes et aussi à travers toujours sa politique africaine. Donc comment, comment créer ce lien entre les réformes institutionnelles et politiques dans l'Afrique et les réformes économiques. Et d'ailleurs, c'est la solution qu'elle propose même pour le Sahel. Donc un développement économique avec une solution aussi politique, etc. Donc l'Algérie, justement, est parmi... D'abord, l'Algérie, il faut rappeler une chose, que les années 70, c'était l'initiatrice d'un nouvel ordre économique international. Elle a plaidé pour un nouvel ordre économique international. Après, il y a eu en 1980 Lagos aussi, qui a repris un peu la même approche pour l'émancipation économique de l'Afrique, pour qu'il ne soit pas condamné par une division internationale du travail, c'est-à-dire l'Afrique, il est là juste pour fournir des matières premières. Et aujourd'hui, justement, l'Algérie, à travers surtout l'agenda africain de 2063, donc c'est le centenaire de la création de l'Union africaine en 2063. Donc il plaide justement, ces questions économiques, notamment l'intégration réelle des économies africaines, avec la ZLECAf par exemple, mais aussi avec la création des chaînes de valeur régionales africaines. Et on peut en parler après, par rapport, par exemple, au rôle de Sonatrach. L'Afrique est en train de se donner les moyens, justement, de ce développement économique et cette intégration économique. Vous parliez justement de la ZLECAf, il y a Afreximbank, des banques qui accompagnent un peu les opérateurs économiques africains. Il y a également... Pardon ? Il y a des impératifs de la conjoncture internationale. Tout à fait, tout à fait. Quasiment... les politiques publiques à travers le monde, ce sont d'abord des objectifs économiques. Tout à fait. Et d'une part, d'autre part, deuxième facteur, il y a le changement du personnel politique dû à, j'allais dire, à la succession générationnelle. Aujourd'hui, les gouvernements qui se trouvent en Afrique sont tenus par des jeunes Africains, tous universitaires, bien formés, qui justement se donnent pour objectif et relèvent les défis du développement de leur propre pays. Par conséquent, tout ça s'inscrit dans une synergie africaine globale qui doit déboucher sur
la nouvelle place de l'Afrique dans le concert planétaire. Moi, M. Hayachi, je voulais arriver à un point qui est important. Lors de ce 34e sommet du MAEP, Oui. où le président Tebboune avait annoncé justement la création de cette agence africaine de notation. C'est important que l'Afrique ait sa propre agence de notation, sachant que les autres agences étrangères ont souvent... Pardon ? Sont américaines. Sont américaines et donnent, comme dans une salle de classe, les bonnes et les mauvaises notes à des pays. Exactement. Souvent selon le truc. Et vous savez que ça influe sur Tout à fait. d'abord la bourse à Wall Street, mais aussi ça, sur le déclassement ou le classement d'un pays. Regardez ce qui arrive à la France quand elle a été, notée défavorablement à 3 reprises en l'espace de 2 ans. Oui. Et par conséquent, c'est une agence de notation, non pas pour punir, mais pour attirer l'attention. C'est complémentaire au MAEP. En fait, c'était, je pense, professeur, c'était quelque chose qui manquait au MAEP. Je rappelle que le MAEP est d'abord une idée algéro-sud-africaine à l'origine, avec le Nigeria. Et que l'Algérie a beaucoup investi dans le MAEP. Sans l'Algérie, je crois, ça n'engage que moi, le MAEP serait mort. C'est l'Algérie qui l'a tenu à bout de bras pour que le MAEP continue. Et aujourd'hui, il prouve toute son efficacité, parce qu'aujourd'hui, dans la conjoncture que l'on connaît, de crise internationale économique, le MAEP a son rôle à jouer au niveau de l'Afrique, parce qu'il va pouvoir booster les économies de certains pays qui en avaient besoin. C'est une question de souveraineté aussi, d'avoir sa propre agence de notation. C'est fait sciemment, Monsieur le Président l'a bien précisé, il faudrait qu'on s'évalue nous-mêmes. Tout à fait. Il ne faudrait pas qu'il y ait une tierce patrie étrangère à l'Afrique qui nous évalue en ABC. Et c'est fait sciemment aussi pour briser l'élite africaine qui émerge aujourd'hui et pour cautionner les agissements de beaucoup de pays qui ont perdu beaucoup de surface en Afrique, et beaucoup de mainmise sur les richesses, et donc ça leur ouvrira une porte par le biais de la solidarité ou du conseil en matière de gouvernance, ou pour placer des gouvernants qu'ils pourraient gérer par la suite et déstabiliser toute la région aussi. Parce que l'Algérie, qui porte aujourd'hui une stratégie africaine tête haute, en prenant l'Union africaine d'une part, qui englobe 55 pays riches, c'est vrai, socialement un peu déséquilibrés, mais très riches, avec un grand potentiel en matière de ressources humaines, une élite capable aujourd'hui, avec une conscience, de gouverner, d'investir, de propulser cette Afrique. Et d'un autre côté, une Union européenne à 27 pays, affaiblie économiquement, avec une vieillissante, une crise sociale qui s'étend, qui est devenue même politique aujourd'hui. Et donc, c'est une menace dans les années à venir proches, par rapport au marché, qu'il soit boursier, économique, énergétique. Et quand on parle de ces 3 paramètres, on parle de stabilité sociale. Quand on parle de stabilité sociale, on parle de soulèvement populaire contre les gouvernants. Oui. Alors, j'ai envie de dire, c'est un sommet, ce 38e sommet, est un sommet ordinaire, mais qui intervient dans un contexte, je dirais pas extraordinaire, mais un peu particulier, avec tout ce qui se passe sur la scène internationale, avec le conflit ukrainien, cette agression barbare sioniste dans la bande de Gaza. Mais un autre facteur aussi, c'est un sommet qui intervient, Monsieur Hayachi, j'ai envie de dire, dans un contexte particulier, dès lors où on ressent un sentiment panafricaniste grandissant, notamment chez les jeunes, qui ont envie aujourd'hui de s'affranchir de cette tutelle des puissances étrangères. D'abord, il est sûrement un sommet singulier, parce que nous avons cette grande victoire diplomatique, c'est sûr. Mais vous avez raison de le souligner. D'abord, le monde connaît des convulsions déterminantes en ce moment, à plusieurs titres. La première étant cette barbarie immonde contre le peuple palestinien et, d'une certaine façon, ce piétinement du droit international qui montre que les pays économiquement forts font aujourd'hui usage du droit de la force.
Et par conséquent, il est bon d'être fort, au moins économiquement. Oui. Et puis, il y a cette souveraineté économique dans son fier et ambitieux d'établir les jeunes gouvernants africains maintenant, qui, de façon, en s'assumant pleinement, prennent les rênes de leur pays pour dire ce pays est à nous, personne ne peut l'exploiter. Mettre le haut là. Personne ne peut l'exploiter au détriment de notre peuple. Nous sommes là pour veiller à ce que les richesses africaines reviennent d'abord au peuple africain. Oui. Et ça, c'est très important. Et bien entendu, le contexte international ne facilite pas les choses, sauf que maintenant aussi, il ne faut pas... pour les Africains, ça se passe dans un climat décomplexé. Chacun traite ses problèmes, mais ça ne peut pas se traiter au détriment des miens. Oui. Nous nous sommes réappropriés nos propres dossiers. Nous nous sommes débarrassés de ce sentiment de victimisation qu'on avait à certains Absolument, moments. même pas ça. Ouais. Même pas ça. Maintenant, tout simplement, on se dit, l'Afrique a des richesses, elle doit en premier lieu profiter au peuple africain. Et nous savons maintenant, avec toutes les agences dont on a parlé, toutes les structures, la structuration des économies africaines, les mécanismes de l'Union africaine peuvent pouvoir déboucher sur une prise en charge réelle de l'émancipation et de la prospérité des peuples. Alors, Mohamed, je voudrais revenir avec vous sur le thème choisi pour ce 38e sommet, qui est celui de la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par la réparation. On entend quoi justement par ce thème et ce terme de réparation? Justement, normalement, il y a une dette que les colonisateurs doivent payer pour l'Afrique. Là, on parle, Mohamed, d'esclavagisme, de déportation, de colonialisme, de tout ça. Génocide. Oui. Et il y a des problèmes qui sont persistants jusqu'à présent, mais que les Africains ont hérité de ce jeu colonial. Les séquelles sont visibles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui. Et on continue encore aujourd'hui des tentations toujours de spoliation des richesses et des ressources des Africains. Même en quelque sorte en divisant des pays et en faisant monter des pays contre des autres. Des pays contre d'autres, des tribus contre d'autres, etc. Donc toute cette machination, manipulation est toujours courante. Et c'est pour cette raison que justement l'Afrique doit être dans cette posture plutôt proactive ou agissante, c'est-à-dire il ne suffit pas seulement de dire que on a été spolié, ensauvagé, l'ensauvagement, etc. Mais il faut demander la réparation. Et justement, cette réparation, comme l'Algérie qui doit demander la réparation aussi, réellement, pour... Oui, on a vu il y a le cas des explosions nucléaires au sud algérien. Les conséquences jusqu'à présent. Et certains spécialistes disent que ça peut durer jusqu'à 24 000 ans, c'est-à-dire ces radiations, s'il n'y a pas de prise en charge réelle de ces déchets nucléaires. Des conséquences aussi bien sanitaires qu'environnementales aussi. Tout à fait. Donc la réparation est un droit pour l'Afrique. Et justement... il y a même des approches dans l'analyse économique aussi qui renvoient le sous-développement aussi à ce fardeau colonial, à cette colonisation, à cet impérialisme. Donc l'Algérie, en tout cas, elle est pionnière en la matière, c'est-à-dire elle a toujours demandé l'émancipation toute entière de l'Afrique, économique et politique et même culturelle. Et parce que c'est très important, même sur le plan tout à fait. Bien et l'Algérie, justement, elle a eu l'honneur d'accueillir le premier festival culturel africain en 1969. C'était justement dans la lignée de panafricanisme, etc. Donc aujourd'hui, justement, il faut fédérer tous les pays africains, surtout l'Union africaine, et je pense que l'Algérie a été choisie aux côtés de l'Afrique du Sud. Oui, on peut le lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères où l'Algérie se dit honorée d'avoir été choisie aux côtés, je crois, de l'Afrique du Sud, du Togo et du Ghana, à l'effet justement d'assurer la mise en œuvre de cette décision de réparation. Sur le plan international. Effectivement, parce que l'Algérie déjà, il est concerné, mais on peut dire que la majorité des pays africains sont concernés par cette réparation
coordonner l'action au niveau international en termes de justice, comme ça a été fait par le peuple sahraoui par rapport à ses ressources, spoliées aussi par la colonisation marocaine. Oui. Alors, M. Ayachi, justement, il y a un travail qui doit se faire là-dessus. Bon. Et puis, il y a forcément des pays qui sont peut-être prêts à reconnaître. L'Allemagne l'a fait avec la Namibie, alors que d'autres puissances ne se montrent pas du tout prêtes à le faire. D'abord, on veut d'une certaine façon, dans un discours politique alambiqué, on veut nous faire comprendre que la réparation, c'est quelque chose de honteux, qu'il ne faut pas demander, etc. Et d'une certaine façon, nous inhiber quant à demander. Ce n'est pas vrai. Il y a un constat économique très simple. Il fut un temps où vous êtes venus dans notre pays, et je parle pour tous les pays africains, vous avez pris nos richesses avec lesquelles vous avez renforcé vos économies, vous avez fait même des guerres, et vous avez bâti des villes. Avec et vous nous avez appauvris. Et aujourd'hui que nous savons compter, vous allez nous réparer ce que vous avez pris. Pourquoi ? Parce que vous, quand vous faisiez vos guerres, il y a quelques siècles, mais vous vous demandiez entre vous des réparations. Il y avait des réparations entre les pays européens qui se sont fait des guerres, et quand un traité de paix était signé, le pays vaincu devait verser tant de trucs. Ça existe, et c'est dans l'histoire. Pourquoi vous ne le ferez pas aujourd'hui ? Pourquoi c'est valable pour vous et pas valable pour les Africains ? Et aujourd'hui, nous savons compter. Nous sommes allés dans les universités. Nous savons compter et nous pouvons quantifier ce que vous nous avez pris. Et vous devez payer. Je peux vous faire peut-être un échéancier, mais vous allez le faire. Et évidemment, le sujet le plus important dont a parlé le président de la République, en l'occurrence les essais nucléaires, est une ignominie. C'est une insulte à l'humanité. Et le président l'a très bien résumé en 2 mots. Venez nettoyer ce que vous avez fait. Au moins ça. C'est une forme de réparation d'ailleurs. Tout à fait. Enfin, c'est pas un problème uniquement d'argent. Mais l'approche, les 4 pays que vous avez cités dans un groupe de réflexion pour la réparation, c'est justement pour amener, ça va se baser sur les antécédents historiques, ça va se baser sur le droit lui-même, le droit international, ça va se baser sur le droit commercial, ça va se baser comment des experts peuvent quantifier ce qui a été spolié, et pour arriver à des dossiers solides, inattaquables, qui peuvent être présentés devant des juridictions internationales. Moi, j'ai envie de dire, le problème, c'est que cette colonisation, elle n'a pas pris fin, puisqu'elle continue à se manifester, mais d'une autre manière, malheureusement. C'est comme si le colonisateur est sorti par la porte et il est revenu par la fenêtre, avec surtout une colonisation économique qui ne dit pas son nom. Le franc CFA. Oui, le franc CFA, par exemple. CFA est la meilleure des... Comment excusez-moi. Non, allez-y. est la meilleure des illustrations de cette colonisation économique. Vous pensez qu'il y a des pays africains qui sont indépendants depuis, je crois, 40 ans ou 45 ans et qui continuent à avoir une monnaie qui est frappée à Paris et dans la France doit gérer le volume d'utilisation des cagnottes nationales de certains pays. C'est tout à fait insupportable. Oui, monsieur Arlif. Moi, ça me fait rappeler ce que disait Fernand Césaire concernant le colonialisme sauvage, Fernand Césaire, qui est un Martiniquais, qui était maire, qui était député en Martinique et qui a écrit beaucoup sur le colonialisme français. Et comme vous venez de dire, aujourd'hui, le colonialisme change de méthode, change d'approche, change d'outils. Ce n'est plus des guerres classiques, c'est des guerres de 4e, 5e génération. Qui sont bien tracées avec des objectifs ciblés par rapport aux populations, selon les catégories, les souches, les religions, les tranches d'âge aussi, selon le sexe aussi. Et donc aujourd'hui, c'est une guerre d'une autre dimension, c'est une guerre de diffamation, de désorientation, pour créer des incidents entre ces sociétés, ces peuples et leurs gouvernants. Et donc la déstabilisation est aujourd'hui l'arme de destruction massive qui peut frapper les pays africains pour les empêcher déjà d'être consolidés en local et surtout avec les pays qui sont adjacents pour construire une force. Aujourd'hui, une Afrique qui émerge avec une jeunesse éveillée,
consciente, cultivée, fait peur. Fait peur aux détenteurs des lobbies économiques qui sont financiers. Et on sait qui détient aujourd'hui ces lobbies financiers et ces lobbies médiatiques pour créer une nouvelle génération de leaders politiques africains capables d'affronter, ces pôles politiques. Il y a une grande redistribution des rôles par rapport aux pôles politiques. Et donc, aujourd'hui, ces jeunes leaders africains, ces gouvernants africains font peur dans une nouvelle carte qui se redessine et dont l'Afrique commence à se faire une place dans une équation très compliquée par rapport à l'avenir, quand on sait que revendiquer aujourd'hui les crimes de guerre et de colonisation, ça porte un grand coup par rapport aux colonisateurs et par rapport à leur histoire qu'ils veulent toujours redorer et, comment dirais-je, se faire valoir devant leur peuple qu'ils étaient dans un esprit de civiliser ces pays africains, ces sociétés africaines. Alors, pour aller très vite, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, et je voudrais aborder 2 autres points. Moi, j'ai envie, puisque vous parliez de la ressource humaine, moi j'ai beaucoup aimé un titre une fois qui disait « L'Afrique noire dépouillée de sa matière grise ». Alors après les richesses naturelles, on est en train d'essayer de dépouiller justement le continent de sa matière grise avec tous ces médecins qui partent, tous ces chercheurs qui partent de l'Afrique et qui font le bonheur des autres pays. L'un des points que je voudrais aborder très rapidement et qui a été abordé lors de ce sommet, c'est la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce n'est que justice, c'est un point pour lequel l'Algérie a beaucoup milité, surtout depuis le poste qu'elle a obtenu de membre non permanent du Conseil de sécurité. 2 raisons, il me semble, si vous permettez. Pour 2 raisons. La première, c'est que le système des Nations Unies qui a été installé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale a montré toutes ses limites. Tout à fait. Elle a montré, il est tout à fait inconcevable, insupportable, intolérable, inacceptable qu'un membre permanent du Conseil de sécurité puisse encourager le bombardement du peuple palestinien, alors que le secrétaire général de l'ONU, du matin au soir, et on peut être fier de la diplomatie algérienne, là aussi au sein du Conseil de sécurité, puisqu'elle n'a fait qu'appeler au cessez-le-feu afin de préserver le peuple martyr palestinien. Donc le secrétaire général de l'ONU n'arrive pas à pouvoir faire passer une résolution pour le cessez-le-feu. Ça veut dire que tout simplement le Conseil de sécurité est déséquilibré. Tout à fait. Il faudrait maintenant venir vers un rééquilibrage du Conseil de sécurité. Cela a été dit par plusieurs politiques et plusieurs experts. Il faudra y arriver. Ça, c'est d'une part. Le deuxième point, c'est que maintenant, il y a l'émergence de nouveaux pays et de nouvelles puissances économiques. Tout à fait. Et les BRICS, entre autres, mais plus que les BRICS encore, il y a cette nécessité maintenant de pouvoir arriver à inscrire au niveau du Conseil de sécurité d'autres membres encore, et l'Afrique est postulante pour être représentée. Et par conséquent, revoir aussi certains... Cela ne se fera pas facilement. Parce que ceux qui sont, j'allais dire, assis ne voudront pas céder de leur... ils sont dans leur zone de confort. Ils vont résister. Mais... les gens qui sont dehors, ils sont en train de pousser. Il faudra qu'ils rentrent pour pouvoir rééquilibrer ce Conseil de sécurité qui gère les relations internationales. C'est Agir ? Oui, ça fait partie aussi de l'accomplissement de certains stades de souveraineté des pays africains et de toute l'Afrique. L'Afrique a été toujours marginalisée en termes de représentation, que ce soit dans les institutions onusiennes ou même les institutions Antonio Guterres l'a lui-même reconnu, eu égard au potentiel démographique, eu égard à toutes les richesses de l'Afrique. Oui, tout à fait. Ce n'est que justice, oui. Tout à fait. D'abord, cette architecture internationale a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique était colonisée. Donc, aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique... non pas une réforme, mais une refonte. Il faut une refonte radicale de l'architecture politique et économique internationale, parce que l'Afrique aussi, il est marginalisée par les institutions financières internationales. Elle a subi aussi des plans d'ajustement structurels qui ont
appauvrir davantage leurs économies. Et puis quand on parle des agences de notation, on a les 3 grandes agences qu'on connaît et qui ont été aussi pas assez crédibles, parce que la crise de 2008 a montré un peu l'impartialité de leur notation aussi, hein, et leur partialité de leur notation. Donc aujourd'hui, et quand on vous donne des mauvaises notes, cela, quand vous allez au marché international pour emprunter de l'argent, on vous applique des taux d'intérêt assez importants. Donc voilà une autre forme aussi de colonisation et une autre forme c'est-à-dire les professeurs plus les pratiques du FMI, de la Banque mondiale, etc. Oui, M. Ayachi, tout se rejoint. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'impérialisme économique. Oui, tout à fait. Alors, M. Ayachi, pour terminer, un autre point qui était aussi au menu de ce sommet, c'est faire taire les armes à l'horizon 2030. Vous pensez que ça serait possible, sachant que souvent ces conflits sont créés et nourris par des puissances étrangères pour des richesses? En tout cas, il faudra que ce soit un objectif, parce qu'il faut tendre vers ça. Oui. Et là, vous voyez que l'Algérie est précurseur, puisque dans l'une de ses constantes de sa diplomatie, c'est la résolution des conflits par le dialogue inclusif. Oui. C'est-à-dire, encore une fois, éviter les conflits armés. Oui. Et notre diplomatie a inscrit à son actif plusieurs réussites de mise à la fin de ce conflit par le truc. Et par conséquent, tendre vers faire taire les armes d'ici 1930, oui. Il faut le faire. Même si on n'arrivera pas totalement, on arrivera à un bon résultat. C'est d'abord une bonne intention. Très bien. Pour conclure, un mot, M. Khalif. Il ne faut pas oublier les lobbies financiers. Les lobbies financiers qui font un grand profit des ventes d'armes, de fabrication d'armes, et qui vont vraiment faire de gros freins pour freiner cette résolution. Un mot. En tout cas, je dirais que rapidement, parce qu'on me dit qu'on a débordé. Une phrase, l'autonomisation politique et économique de l'Afrique va contribuer radicalement à taire ces armes ou bien ces conflits qui sont courants actuellement en Afrique. Très bien. C'est très important. Alors, merci, messieurs. Je rappelle que nous avions avec nous M. Khalif Ardouane, vous êtes politologue. Nous avions également avec nous Saïd Ayachi, président du Comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci beaucoup, M. Ayachi, d'être venu ce soir. Et puis, nous avions, comme d'habitude, avec nous notre consultant, Mohamed Achir. Merci encore une fois. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis.